En tant que thérapeute, ce qui m'intéresse, c'est que quand on a affaire à des jeunes qui viennent nous voir, avec lesquels on doit, entre guillemets, ferrailler pour les amener à revoir un peu, à se faire une photographie de leur consommation, j'ai d'une certaine manière besoin de la loi qui est un allié thérapeutique, on le veut ou pas. On en a besoin. Oui, Pierre-Paul Jacques, vous n'avez jamais été inquiété? Parce que là, vous revendiquez, ce qui me frappe, c'est vous êtes à la télévision, vous annoncez que vous avez quelques plans dans votre jardin ou sur votre balcon, je ne sais pas si vous avez un jardin, et immédiatement, c'est répréhensible, vous le savez, vous contrevenez à la loi. Est-ce que vous avez déjà été inquiété pour ça? On ne peut pas mettre les consommateurs en prison, donc les consommateurs, ils sont un peu ennuyés une heure ou deux. Les planteurs sont couramment jugés. Et la loi sur les planteurs est tellement dure qu'ils n'osent même pas l'appliquer. C'est 20 ans de réclusion criminelle de faire pousser un plant dans son jardin. Parce que c'est un acte de production de stupéfiants. Vous dites à votre voisin qu'il risque 20 ans de prison pour annoncer... Comme ils ne peuvent pas juger en cour d'assises spéciale les planteurs, ils correctionnalisent, ils appellent ça détention. Et on les juge pour détention. Mais quand vous avez un législateur qui n'applique même pas sa loi parce qu'elle est démesurée, comment voulez-vous que le message passe? Pour les planteurs, j'entends. C'est pas tout à fait vrai, monsieur le commissaire, que on ne peut rien faire lorsque ce n'est pas pénalisé. Le tabac, par exemple, on est en train, aujourd'hui, le tabac est légal, on l'interdit petit à petit dans les lieux publics, dans les restaurants, etc. Et en fait, on voit la consommation de tabac décroître. Alors qu'avec l'autre méthode, on voit la consommation croître. Donc, je crois qu'il faut un débat, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je vais vous dire, et je suis, comme vous, très attaché aux lois de la République, mais quand la loi n'est pas appliquée, ça me gêne. Ça me gêne. On ne peut pas dire dans ce pays que la loi républicaine n'est pas appliquée. Je rappelle les 160 000 infractions constatées par la police. Oui, mais elle n'est pas appliquée. Que la justice ensuite suive ou ne suive pas, c'est un problème de justice, c'est plus un problème de police. Nous respectons et nous appliquons les lois de la République. Ensuite, nous pensons, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il existe certainement une autre façon d'aborder la répression, entre guillemets, de l'usage de cannabis, certainement, et nous sommes tout à fait ouverts à des discussions là-dessus, mais nous pensons que la valeur de l'interdit que ça représente par rapport à ce que la société mise dans ce combat-là est déterminant, extrêmement important. Voilà. Monsieur, juste en lien avec ce qui vient d'être discuté, je reviens, moi, à l'échelon individuel. L'adolescent, il ne faut pas oublier qu'il est dans une période de sa vie où la question de la transgression est importante. Le besoin de vérifier les limites, de voir si elles sont fiables, de voir si elles sont bien là où les adultes les posent. Et cette vérification, tous les adolescents la connaissent peu ou prou, certains plus que d'autres. C'est, je dirais, l'intérêt, pour ne pas dire le seul intérêt, qu'il y ait par rapport à un certain nombre de conduites, des limites qui soient fortement posées. Alors, par contre, le problème qui se pose, dans le débat que vous avez tous les deux, me semble-t-il, c'est le risque d'invalider la valeur positive d'une limite lorsque cette limite, de fait, est contournable sans aucun problème ou n'est jamais appliquée. Si je résume, Monsieur Huert, Monsieur Huert, il faut être concret. Ça veut dire que si le curseur est aujourd'hui sur les drogues douces, or la répression n'est pas appliquée, n'est pas applicable. Il faudrait donc, vous êtes d'accord avec le camp adverse, qu'il faudrait monter le curseur au niveau des drogues un peu plus dures pour que les gamins puissent savoir où ils doivent... C'est pas ça que je dis, c'est que ce qui serait établi par la loi doit être applicable. Et à ce moment-là, quitte à ce que ce soit, évidemment, tout à fait différent comme type de sanction. Mais que ce soit des sanctions applicables pour qu'elles prennent sens pour les adolescents, pour que l'immense majorité qui aura juste besoin d'une expérience transgressive et qui passera à d'autres plaisirs dans la vie s'arrête, et que les autres, eh bien, on va pouvoir s'en occuper pour les aider utilement. Mais ça, je crois que c'est le problème numéro 1. Monsieur Rapaz veut s'exprimer. En France, chaque année, vous avez à peu près 90 000 morts grâce à 2 drogues dures que sont l'alcool et le tabac. Et pourtant, il n'est pas question de les interdire. Une société adulte et responsable, c'est une société qui fait avec. Donc, on réglemente le marché de l'alcool et du tabac. On informe les gens. On leur dit enfin la vérité, notamment sur le tabac. Et ça marche. La consommation, elle commence à diminuer. En Angleterre, on a déclassifié dernièrement le cannabis. Oui.
il est plus considéré comme une drogue dure. En 3 mois, la Fédération anglaise de police a constaté que la consommation avait diminué dans le pays. Arrêtez la culture de l'interdit, réglementez les choses, devenons une société adulte et responsable. Arrêtons ce jeu qu'on mène maintenant, il est terrible. Vous aurez de plus en plus de consommateurs si vous continuez comme ça. C'est une erreur. Il faut arrêter. Vous n'êtes pas d'accord? Monsieur Damien? On ne peut pas être d'accord quand on entend vous avez 90 000 morts par an avec l'alcool et le tabac. Alors ouvrons les portes, on en aura peut-être 120 000 ou 150 000 si on ajoute la drogue. Je veux dire, c'est stupide. Non. Ensuite, deuxième point. Non, mais attendez, c'est pas ce qu'il a dit. Je regrette infiniment. On ne peut pas, sur ces bases-là, partir sur un raisonnement sain. Moi, je pense tout simplement qu'à partir du moment où il y a des interdits tels qu'ils ont été affichés, il faut que ces interdits prennent du sens. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le ministre. Et nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Ça veut dire que vous êtes contraint, monsieur Damien, à appliquer une loi qui est inapplicable. Mais elle n'est pas inapplicable. La preuve, c'est qu'on l'applique. Alors maintenant, le problème qui se pose, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème effectivement de curseur. Il est sûr qu'on ne peut pas traiter l'usage de drogues pures et simples, notamment de cannabis, comme on va traiter l'usage de drogues qui sont plus dures. Mais n'en demeure pas moins que ça reste interdit, qu'il faut trouver des solutions. Absolument. Nous avons trouvé des solutions. Nous avons proposé une solution. C'était sous condition la contraventionnalisation de l'usage, par exemple, de cannabis. Nous pensons que c'est une réponse qui affirme l'interdit, mais qui permet, avec un certain nombre de mesures d'accompagnement, néanmoins donc de une permettre... contravention, monsieur Maître Caballero dit c'est nul. Non, c'est pas nul du tout. Pourquoi c'est nul? Non, c'est pas nul du tout. Mais pourquoi c'est nul? Parce que déjà, c'est un délit puni d'1 an de prison à l'heure actuelle, l'usage, et comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'est absolument jamais appliqué. Personne ne va en prison pour usage. Donc le discours, c'est le discours de M. Sarkozy, soit dit en passant. On va donc contraventionnaliser, et c'est pas pour dépénaliser, c'est pour poursuivre plus les usagers à qui on va infliger... Attendez, à qui on va infliger des amendes. Mais vous croyez qu'on poursuit pas les usagers? C'est pas parce qu'on les punit d'1 an de prison qu'on les poursuit pas. C'est parce que nos tribunaux ne peuvent pas écluser 150 000 procédures d'usage. Or, avec une contravention de la 5e classe, il faudra un juge unique de police. Et à l'heure actuelle, ce sont des délits qui sont de la compétence du juge unique. Donc on gagne pas un juge, pas un policier. Avec la contravention, c'est juste un peu démago. On a l'air de dire, bon, de toute façon, comme un an ferme, c'est pas applicable, on réduit à 3 000 euros. Parce que ça ne sert à rien, il faut revoir la loi. C'est-à-dire parce que la loi est mal faite. Parce que ça sert à rien. Il faut la refaire. Voilà le discours. C'est pas. Mais ça ne sert à rien. Ça a servi quand même. La prohibition a eu un effet dont je compte tirer parti un jour quand mon système, qui un jour triomphera, sera mis en œuvre. C'est que elle a, mais c'est très important. Pour les usagers, elle a créé une culture de consommation chez soi. Or, moi, dans mon système, il est hors de question qu'on laisse les gens fumer en public, qu'on laisse les gens fumer au volant, et qu'on laisse les gens, les mineurs, avoir accès au marché. Merci, Maître Caballero. Cette discrétion de l'usage nous servira dans la mesure, c'est une tradition des consommateurs utiles. Merci, j'aimerais qu'on entre maintenant dans la troisième partie. Je vais remercier d'abord, merci messieurs, Olivier Damien et Jean-Christophe Carme. Merci également, Monsieur Tassin, merci, Monsieur Huer. Merci, Monsieur Beniamina. Nous allons continuer, nous allons accueillir dans un instant Mark Rogerson, porte-parole d'un grand laboratoire pharmaceutique anglais, pour aborder la troisième partie de notre débat. Doit-on se méfier de l'usage médical du cannabis quand le cannabis devient un médicament? C'est un sujet, regardez, de Vanessa Boersma. On connaît depuis longtemps les propriétés thérapeutiques du cannabis. Il y a déjà 4000 ans, les Indiens l'utilisaient pour ses vertus relaxantes. Aujourd'hui, de nombreux malades atteints du sida, du cancer ou de sclérose en plaques fument du cannabis pour retrouver l'appétit, se détendre ou lutter contre la douleur. Je suis en trithérapie, il y a des effets secondaires qui sont quand même assez lourds à supporter. Je me suis rendu compte que l'usage du cannabis me permettait d'atténuer ces effets secondaires. Je vois pas qui peut m'empêcher d'user ça. Les dernières recherches qui sont menées sur le cannabis thérapeutique montrent qu'il a surtout un rôle de booster. Il intervient comme un agent de la réaction inflammatoire, un agent de l'immunité. On sait aussi que quand on donne des dérivés du cannabis avec des antidouleurs, on peut augmenter, en bithérapie, l'efficacité et la durée d'action des antidouleurs classiques. Comme la Suisse, le Canada ou les Pays-Bas, de nombreux pays ont autorisé la culture du cannabis à des fins médicales, ce qui est loin d'être le cas en France où le cannabis illicite est classé comme stupéfiant.
Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un cadre légal, qu'on arrête de persécuter les gens qui essayent de se soigner, parce que non seulement il y a ces effets qu'on pourrait dire thérapeutiques, mais il y a l'effet sur l'humeur. Et ce qu'on sait, c'est que quelqu'un qui se sent bien, quelqu'un qui ne souffre plus, va avoir une meilleure adhésion au traitement. Le grand problème qu'il y a, c'est que comme c'est une médecine qui est interdite, il y a des problèmes pour trouver des bons produits et également des gens qui sont retrouvés en prison ou avec des procès pour avoir cultivé du cannabis à des fins thérapeutiques. On est décidément très loin des Pays-Bas où depuis 2003 on peut s'en procurer en pharmacie sur ordonnance. Voilà, bonsoir. Marc Rogerson, merci de nous avoir rejoints. On l'a vu, docteur Costantin, on l'a vu dans ce sujet, l'usage thérapeutique du cannabis est de plus en plus répandu. Il s'utilise, je crois, comme antidouleur. On l'a vu dans des cas d'arthrite, comme antidépresseur. Parfois, ça soigne les migraines. Est-ce que vous trouvez que c'est bon, cet usage du cannabis?